Chers téléspectateurs de la télévision Tambra, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui reçoit sur ce plateau comme invités nos invités qui sont toujours là avec nous pour nous accompagner en tout cas pour qu'on puisse développer l'actualité nationale comme internationale. J'ai à ma droite M. Son Allah Dambaji, acteur de la société civile nigérienne. M. Son Allah, bonsoir. Bonsoir. J'ai de l'autre côté, donc à ma gauche, lui aussi il n'est pas à présenter, M. Daouda Bouraima, il est acteur de la société civile nigérienne. M. Daouda, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté également, M. Salia Ibrahim, il est également acteur de la société civile nigérienne. M. Salia, bonsoir. Bonsoir. Donc avec nos invités, nous allons parler, donc essayer de développer l'actualité nationale qui est dominée cette semaine par la CENI, qui, comme vous le savez, a rencontré les partis politiques au niveau donc du Palais des Congrès, où le président de la CENI a fait donc le point de l'enrôlement au niveau donc de la zone 1. Nous parlerons également du Modenfa Lumana qui traverse une crise depuis quelques jours, donc ou bien quelques semaines. Nous parlerons également de l'audit au niveau du ministère de la Défense pour en savoir où est-ce que nous en sommes avec l'audit. Le SNEX, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, qui a reconduit également une autre grève, cette fois-ci, d'avertissement de 3 jours. Et voilà donc, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et comme je l'ai dit, nous allons commencer d'abord par la CENI. Et comme vous savez, cette semaine, donc, la CENI a eu à rencontrer les acteurs politiques au niveau du Palais des Congrès, où le président de la CENI a fait le point concernant la zone 1, l'enrôlement donc au niveau de la zone 1 qui comporte 4 régions. Alors, selon lui, selon le président de la CENI, c'est insatisfaisant parce que tout simplement, ils sont au total plus de 3 millions de Nigériens qui ont été enrôlés dans ces zones. Monsieur Sonala Dambaji, qu'est-ce qu'on peut retenir donc, de la sortie médiatique du président de la CENI? Merci madame. Comme vous venez de le dire, effectivement, la CENI était sortie à travers son président pour faire un point de presse par rapport à l'évolution de l'enrôlement. Mais franchement, sincèrement, ce que je ne comprends pas de la démarche de cette CENI, parce qu'il faut le dire à temps. Parce que la CENI est en train d'accompagner les partis politiques dans le sens de croire que les élections sont organisées au nom des partis politiques, exclusivement. Or, les élections sont organisées au nom du peuple nigérien. Toutes les structures organisées qui peuvent participer à ce processus, la CENI doit en travailler avec elles. Mais fort malheureusement, nous avons constaté qu'elle s'est tenue uniquement par rapport au comportement des partis politiques et pour elle n'a que de redevabilité vis-à-vis de ces partis politiques. Et c'est ce qui amène effectivement à cette CENI de créer, elle est en train de créer une situation délétère pour même la fiabilité de son travail et l'objectivité de son travail. Parce que cette CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante qui, son travail ne concerne pas uniquement les partis politiques. Et ce qu'elle est en train de faire, malgré que, en supposant que ça tient uniquement au niveau des partis politiques, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, il y avait eu des partis politiques de la majorité comme de l'opposition qui ont eu à porter quelques griefs par rapport au processus de l'enrôlement. Et jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu, en tout cas, le moment où la CENI est sortie leur donner des explications par rapport à quoi que ce soit, par rapport à leurs reproches. Et là, je pense bien que c'est un problème que la CENI doit corriger. Elle doit corriger dans le sens où ces acteurs qu'elle considère que ce sont eux les principaux acteurs de ces élections, eux-mêmes en réalité, de leur participation, qu'elle considère qu'elle est redevable vis-à-vis de ces partis politiques, elle ne tient pas compte de ce qu'il en réalité est le reproche au fonctionnement de cet enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il y a des partis politiques, par exemple le parti politique Kishinkasa, qui a porté plainte par rapport au mécanisme d'enrôlement, surtout dans la région de Zander.
Et jusqu'à présent, moi, je pensais qu'avec sa sortie, le président allait faire des détails par rapport à ce qui a été reproché par rapport à cet règlement. Les détails, il l'a fait hier, je pense. S'il vous plaît, les détails, il a parlé seulement de ceux qui se sont enrôlés plusieurs fois et qui ne vont que bénéficier d'un seul enrôlement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se raconter par rapport à l'achat de récépissés, par rapport au comportement de l'établissement des pièces d'état civil, que les gens ne sont pas habilités à le faire, qu'elle-même, la CENI, n'est pas habilitée à le faire tant que ce n'est pas le juge. Mais je pense bien que par rapport à ça, c'est des choses qui doivent s'expliquer par rapport à ça et éclairer le peuple. Ce n'est pas de la manière où c'est les données, le traitement de données. On sait très bien que la CENI est obligée de faire le traitement de données, mais à la base, parce que aussi, le type de fraude peut être organisé aussi à la base de l'enrôlement. Et à partir de là, les gens ont commencé à apporter certains griefs par rapport à ce comportement. Et pourquoi la CENI fasse silence radio par rapport aux agissements ou par rapport aux reproches que les uns et les autres sont en train de faire par rapport au déroulement de cet enrôlement. Et elle avance dans le terrain où en réalité on ne l'attend pas. On ne l'attend pas sur ce terrain. Parce qu'on sait que très bien, on n'est pas arrivé jusqu'à preuve de contraire au système de traitement des données pour nous. Parce qu'il faut d'abord régler l'acceptation par tout le monde du système, de la manière dont le règlement est en train d'être fait d'abord. Quand il est fait, maintenant, on passe au niveau du traitement des données. Est-ce que les traitements de données sont fidèles par rapport à ce qui a été enrôlé? C'est de ça qu'il s'agit. Mais franchement, madame, moi, je n'ai rien contre cette CENI, mais ils n'ont qu'à revoir leur comportement par rapport à cet enrôlement. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avions pas besoin d'un fichier qui sera contesté. Nous n'avons pas besoin d'un fichier au préalable que les acteurs, qu'ils considèrent les acteurs principaux, l'ont en réalité apporté des griefs par rapport à ça. Mieux, aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand vous prenez cette CENI-là, en réalité, dans le fond, vous la prenez dans le fond, et aujourd'hui, même par rapport à l'installation des bureaux d'enrôlement. Dans le passé, on sait qu'on te trouve dans ta maison interrôle. Mais est-ce qu'ils ont tenu compte de la distance même de l'implantation de ces différents bureaux? Là où on entend encore ces acteurs dire qu'il y a des gens qui sont capables de venir entraîner l'équipe pour aller enrôler leur groupe. Mais ils n'ont pas la qualité, ces gens-là. Ils n'ont pas la qualité tant que ce n'est pas sous les instructions de la CENI. Et on permet à ces politiciens-là, parce qu'ils ont les moyens, de prendre l'équipe de la CENI pour aller dans un village ou dans un autre pour enrôler leurs gens et revenir. Non, je pense bien qu'il y a des choses à corriger. Et il faut que cette CENI se dise en réalité qu'il y a des choses qu'elle doit répondre par rapport à l'histoire. Et par rapport aussi à ces pratiques, je pense bien que quand elle ne s'assume pas et qu'elle laisse les choses aller jusqu'à un niveau où elle ne peut plus rattraper, je pense bien que ce sont des Nigérians comme tout le monde, ils vont répondre par rapport au tribunal de l'histoire. Ok. Monsieur Daouda, vous êtes d'accord avec ce que elle vient de dire, et également pour ajouter, le président de la CENI a promis que les zones d'insécurité où le processus a été interrompu, ils vont retourner dans ces zones d'insécurité pour pouvoir rétablir, donc pour pouvoir faire l'enrôlement comme ça se doit, mais quand il y aura la sécurité. La sécurité. Ok. Bon, selon vous, quand est-ce qu'il y aura la sécurité? Parce que là, nous sommes déjà à 2020 et nous sommes déjà à quelques mois des élections locales, c'est-à-dire en novembre. Je crois que, on a suivi les communications de la CENI par rapport à l'organisation de l'enrôlement biométrique. On a déjà vu qu'au niveau de la première zone, ils l'ont reconnu, qu'ils ont identifié près de 159 000 doublons. Ça veut dire des gens qui ont failli frauder pensant que la machine ne pouvait pas les rattraper, les détecter. Maintenant, dès le début, au niveau de l'enrôlement, si des manœuvres comme ça commencent, ça veut dire que nous autres citoyens, nous pouvons être inquiets quant à la neutralité, à la transparence des élections à venir. Maintenant, là n'est pas le problème. Le problème, c'est surtout, en réalité, la manière dont l'enrôlement est conduit.
Parce que son là a déjà ébauché que l'enrôlement biométrique ne se déroule pas de la même manière qu'on fait le fichier classique, où c'est de porte à porte. Je crois qu'on a l'habitude de faire le débat ici. On a vu que même quand c'était de porte à porte, il y a des contingences qui vont en sorte que beaucoup de Nigériens vont se retrouver non enregistrés. Pourquoi? Parce que parfois, si l'agent enrôleur ne les trouvait pas chez eux, ils ne vont pas revenir et qu'ils peuvent ne pas être enrôlés. Maintenant, là où c'est encore plus critique, c'est qu'ils ont fait des centres d'enrôlement où tu dois laisser complètement l'ensemble de tes activités pour aller le faire. Je veux prendre d'abord l'exemple du cas de Niamey qui a commencé. Donc, d'abord, le premier problème que moi j'ai constaté, parce que ici au moins c'est à Niamey, nous sommes tous à Niamey, premièrement, il n'y a pas assez de communication pour permettre d'abord aux citoyens de connaître même exactement où se trouvent ces centres d'enrôlement. Deuxièmement, quand on prend les activités de la population, il n'est pas facile, en tout cas pour les gens qui sont à Niamey quand même, d'abandonner complètement leurs activités pour aller passer des heures, voire même des journées pour faire l'enrôlement. Surtout que, a priori, beaucoup ne connaissent même pas exactement où se situent les centres. Par exemple, moi, je sais qu'ils ont dit qu'ils ont commencé avec l'arrondissement communal numéro 1, n'est-ce pas? Et normalement, c'est aujourd'hui ou bien demain, ils devaient commencer avec l'arrondissement communal Niamey 2. Et je donne la certitude qu'aujourd'hui, au niveau de Niamey 2, personne ne sait en amont où devaient se placer ces centres d'enrôlement. Ça veut dire quoi? Même quand ça va venir au niveau de 2 là, ça va prendre en réalité du retard. Peut-être qu'il faut attendre 2, 3 ou 4 jours pour que les populations de la zone arrivent à savoir à peu près où peuvent se trouver les centres. On a déjà perdu des journées. Et vous allez constater qu'en réalité, il y aura beaucoup qui ne seront pas enrôlés. Donc ça, c'est encore dans une région où il n'y a pas la situation d'insécurité. Maintenant, pour ce concernant la solution qu'il a donnée pour les communes qui n'ont pas été enrôlées pour cause d'insécurité, il a posé une condition. Et la condition là, ça veut dire qu'il serait difficile que ces populations soient enrôlées. Parce qu'il dit, si les situations sécuritaires le permettent, et si les situations sécuritaires ne le permettent, et même s'il ne le fait pas, il peut se cacher derrière cette conditionnalité pour dire que si ces populations n'ont pas été enrôlées, c'est parce qu'il y a l'insécurité. Et on n'a pas créé les conditions de sécurité pour le faire. Je crois que ces populations vont avoir des problèmes. Maintenant, il y a également autre chose. Il dit qu'au niveau de la première zone, qu'il y a environ 3 millions et quelques qui ont été enrôlés. Et il a donné des pourcentages en fonction des données qu'ils avaient au niveau de l'INS et des prévisions. Et moi, je trouve que c'est comme si le pourcentage a été gonflé. Oui, là, parce que nous connaissons tous, à partir du dernier recensement, donc de la population, où la population était à 17 millions donc en 2012, et qu'en 2019-2020, lorsque l'enrôlement a commencé, la population du Niger a avoisiné déjà les 22 millions. Maintenant, quand nous essayons de faire la répartition au niveau de la structure par âge, donc on a 22 millions au niveau de la structure par âge, on peut savoir que, en tout cas, plus de la moitié des Nigériens vont avoir plus de 17 ans. Parce qu'il faudrait tenir compte d'une chose. C'est à partir de 17 ans parce que ceux qui ont 17 ans aujourd'hui auront 18 ans le jour des élections. Ça veut dire qu'ils ont le droit de voter ce jour-là. De 17 ans à plus, ça veut dire qu'on peut avoir plus de 12 millions de Nigériens. Maintenant, quand on me dit que 3 millions, et que c'est au niveau de la moitié, parce que c'est leur raisonnement, ils ont dit que la zone rurale, c'est la moitié de la population électorale. Et qu'ils ont dit environ 60 et quelques %. Alors là, ça veut dire que même au niveau, en amont, je ne sais pas si ces gens-là ont fait un travail réellement sérieux. Ils n'ont pas fait un travail réellement sérieux. Ils le disent seulement comme ça, pensant que la population va croire
que c'est comme on parle de 3 millions. Donc, Il faudrait revoir. Et c'est une façon de montrer que beaucoup de personnes sont enregistrées. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ne se sont pas enrôlés. Surtout quand vous prenez le rythme de personnes qu'on peut enrôler par jour. Okay. Par jour. Vous calculez, multipliez par le nombre de jours, il ne peut pas avoir des nombres pareils. Donc, il y a toujours des problèmes. Et dire qu'il y a même eu des doublons, des gens qui se sont fait enregistrer deux fois. Et j'en ai la certitude qu'ils n'ont pas encore fini le traitement de la première zone. C'est à partir de ce qui a été traité qu'ils ont détecté près de 159 000 doublons. Donc, si on termine le tout, ça veut dire que ça serait plus. Et c'est qu'il faut également comprendre ce paramètre. Et c'est là où je parle de la sensibilisation. L'essentiel de ceux qu'on a enregistrés au niveau des régions, beaucoup ont quitté Niamey pour aller se faire enregistrer. Ça veut dire quoi? C'était des calculs. Ils ont certainement pensé qu'ils ont également la possibilité de revenir à Niamey pour se faire enrôler. Qui sait, peut-être après Niamey, aller encore dans d'autres régions pour se faire enregistrer. Surtout, ce qui m'inquiète, et j'ai suivi des représentants de CENI au niveau de la région des Indères, quand on dit qu'il y a des partis politiques qui sont en train de faire des sortes d'enregistrements parallèles pour connaître, pour faire des pointages et savoir combien de personnes ont été enrôlées et parfois même prendre les numéros de leur quitus. Mais leur argument, c'est dire que c'est au cas où la personne perd le ticket, comme ça on peut leur donner le numéro. Je crois que ça, ce n'est pas une raison valable. Ils n'ont pas qualité de le faire. Dans tous les cas, les partis politiques, on considère qu'ils sont représentés au niveau de la CENI pour observer. Donc, le problème ne devait pas se poser, ils n'ont pas besoin. Et on sait qu'ils devaient également comprendre, a priori, qui leur dit que ces gens-là qui sont en train de prendre leur ticket là sont leurs militants. Rien ne le prouve que ces gens sont leurs militants. A priori, tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton militant. Je crois qu'on a l'habitude de faire ce débat. Si on tient compte de la charte des partis politiques, de leur propre texte des partis politiques, et militant d'abord celui qui détient sa carte de membre et qui cotise. Mais concrètement, est-ce que ces gens-là, à qui ils attribuent le fait d'être leurs militants, ont l'habitude de cotiser ou bien détiennent les cartes? Parfois, tu vas même des gens qui sont même à l'intérieur des bureaux politiques qui n'ont même pas de carte de membre au niveau de ces partis politiques. Et avec leur nomadisme, on ne sait même pas exactement de quel parti ils sont, même les responsables. Donc avec ça là, je crois qu'ils n'ont qu'à laisser. Et la CENI doit faire attention. Déjà, dès le début, c'est une CENI qui est contestée. C'est une CENI qui est contestée parce que c'est pourquoi l'opposition refuse de siéger. L'opposition refuse de siéger, ça veut dire qu'au moindre dérapage, l'opposition va s'en saisir pour montrer en réalité les limites et la non-transparence des élections. Voilà pourquoi ils doivent multiplier, d'abord, faire preuve de neutralité et multiplier la sensibilisation. Non pas à l'intention des partis politiques, non, mais à l'intention de la population. Et ce ne sont pas seulement les spots qu'ils font passer au niveau de la télé ou au niveau de la radio, parce que ça, en réalité, c'est en intérêt général. Ça montre, d'ailleurs, on dit même que vont commencer. Bon, ça a commencé. Normalement, les spots même doivent évoluer. Les spots doivent évoluer. Comme ça, même si délocalisent région par région, pour montrer dans telle région, de telle date à telle date, voici les communes. Pourquoi pas décentraliser encore au niveau des communes, avoir des représentants susceptibles de sensibiliser les populations jusqu'à leur montrer exactement tel quartier, tel ou tel autre quartier, voici là où ils doivent aller, les populations doivent aller se faire enrôler. Parce que je suis sûr qu'au niveau de Niamey, il y a beaucoup qui veulent aller se faire enrôler, mais ils ne connaissent pas exactement les centres d'enrôlement. Donc on laisse vraiment les gens, ils ont comme l'impression qu'ils ont juste besoin de faire leur temps, le temps imparti, dire qu'ils ont produit un fichier. Et même s'ils finissent, même dans ce cafouillage, ils finissent. Moi, j'ai toujours des inquiétudes et je reste sur ces inquiétudes. Parce qu'on a fait l'enrôlement. Je sais que j'ai l'objectif. Je crois qu'il y aura un temps pour permettre aux populations de vérifier est-ce que réellement on a pris
leur truc en compte. Si ce n'est pas fait, pour leur permettre de faire des réclamations. Maintenant, je ne me vois pas. Si on devait avoir les élections locales à partir de novembre, aujourd'hui, on est en fin février, bientôt en mars, je veux voir le temps qui reste. Ça veut dire, et ils comptent remettre les fichiers, je crois qu'à partir du mois de juillet ou bien du mois d'août. Est-ce qu'on a le temps matériel pour permettre aux électeurs potentiels de vérifier leur nom sur les listes pour qu'on puisse avoir les corrections nécessaires? Parce que c'est le droit de chaque citoyen de se faire enrôler et c'est son droit de voter. Tout simplement parce qu'un agent enrôleur ou un technicien a eu à faire des erreurs pour sauter son nom, on lui empêche, on lui prive de son droit. Je crois qu'il a également le droit de faire la réclamation et que son nom soit réinscrit sur la liste. Donc il y a tous ces paramètres-là. Je crois que le mois venu, on va revenir encore à plus de détails là-dessus. Monsieur Salia, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça justement? Bon, moi, je vais seulement rappeler quelque chose d'important que mes deux professeurs ont dit. Et c'est au nom des fondements démocratiques sur lesquels le Niger s'est basé pour ériger une constitution, la loi suprême de la République. Et c'est au nom de cette constitution que le président de la République du Niger, les députés nationaux et les élus locaux sont choisis par les moyens des élections libres. Et il faut se rappeler de ces fondements. C'est parce que la Constitution a exigé que le Niger soit géré de manière démocratique par des représentants élus que cette même Constitution a instauré l'installation d'une commission électorale nationale indépendante. Le grand frère Soal l'a dit, les élections, ce n'est pas pour les partis politiques. Ça, il faut que les citoyens le comprennent très bien. Les élections, c'est au nom du peuple. Et toutes les couches sociales doivent être impliquées dans le processus électoral. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la CENI communique directement la liste des centres d'enrôlement et de vote aux partis politiques. C'est comme si les élections, c'est seulement pour les partis. S'il y a un problème, on convoque les partis politiques. Et malheureusement, ces partis politiques ne s'entendent pas depuis des années. C'est sur la CENI, la composition de la CENI. Vous voyez? Et de l'autre côté, parce qu'on a estimé que les élections, c'est pour les partis politiques, c'est pour peut-être les leaders politiques même, on ignore et les autres couches sociales. Sinon, une rencontre que la CENI doit convoquer pour expliquer à l'opinion, voilà, moi je pense que ce n'est pas devant les partis politiques, c'est devant tout le monde qu'il faut le faire. Ça, c'est le premier aspect, c'est pour appuyer effectivement ce que mes deux prédécesseurs ont dit très bien sur la question de l'enjeu, de l'importance des élections pour la marche même de notre République. La deuxième chose, c'est par rapport à l'enrôlement biométrique. Moi, je pense que il y a peut-être un manque d'explication de la part de la CENI dans ce processus. Je rappelle que la CENI, pour des raisons d'économie, que moi personnellement j'ai dit qui ne s'explique pas, vu l'importance des élections, la CENI a préféré diviser le Niger en deux zones. Zone 1 et zone 2. La zone 1, c'est ce qui était fini récemment en fin janvier, qui comprend les régions de Dosso, Tillabéri, Tawa, Agadez, les 4 régions. Et cette zone aussi a été subdivisée en 5 aires en fonction des régions. Chaque région a 5 aires. Donc il y a eu l'enrôlement dans aire numéro 1, aire numéro 2, aire numéro jusqu'au 5e aire. Tout ça là
Et selon les explications techniques qui ont été données, c'est pour des raisons d'économie, parce qu'on ne peut pas acheter des matériels qui vont couvrir tout le Niger en même temps. On ne peut pas engager des agents enrôleurs qui vont couvrir tout le Niger en même temps. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des agents enrôleurs et des matériels qui vont couvrir 4 régions en même temps, parce que même la zone 1 a été divisée par aire. Donc 15 jours par aire. Donc vous voyez, c'est comme si les élections, il y a quelque chose qui est là, qui est obligé, mais on veut amener un processus, il faut le reconnaître, qui est déjà boiteux. Mais on a millimétré la chose pour que ce processus-là finisse juste vers un moment où il n'y a plus de recours. Est-ce que vous me comprenez dans mon raisonnement? Donc voilà en fait la situation dans laquelle on est. Et personnellement, je n'accuse pas peut-être la CENI. C'est un calendrier peut-être qui est imposé par les politiques. Et ce calendrier, malheureusement, il n'est pas peut-être consensuel, mais la CENI en tant qu'exécutant, mais je veux interpeller la CENI par ses responsabilités. La Commission nationale électorale indépendante est une organisation reconnue et instaurée par la Constitution. C'est une organisation. Il faut que les membres de la CENI, les présidents de la CENI et les autres membres de la CENI comprennent leur rôle et ne pas se laisser influencer. Par exemple, quand on dit aujourd'hui il y a une plainte, moi je pense que la première chose qu'en tant que la CENI doit faire, c'est de prendre cette plainte, de la suivre. C'est vrai, ça peut être au niveau du juge, mais la CENI a l'obligation d'amener des explications directement par rapport à cette plainte. Parce que dans les faits, aujourd'hui, l'opposition, je l'ai dit l'autre fois, malgré que l'opposition a réquisé la CENI, ou bien n'a pas accepté de siéger, mais l'opposition n'a pas appris, a été vigilant en demandant à leurs militants d'aller se faire enrôler. Parce que l'opposition sait que stratégiquement, quel que soit le bruit qu'elle va faire, la question fondamentale, c'est les élections. Et les élections vont se tenir obligatoirement parce que la Constitution l'a demandé, parce qu'il y a un mandat qui va finir et il faut aller. Donc voilà ce qui se passe. Mais moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes à un moment où on n'est plus dans l'autre phase. La CENI doit comprendre qu'aujourd'hui, elle est observée par toute l'opinion, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, à cause de l'enrôlement. Tout le monde a l'œil sur les seuls actes ne passent pas inaperçus. Ce n'était pas comme avant où la CENI était là théoriquement, le travail n'a pas commencé, l'opposition était de l'autre côté en train de faire son bruit, mais maintenant tout le travail de la CENI est en train d'être suivi. Et personnellement, je sais que au niveau de la CENI, et les hommes qui sont là-bas, et bien qu'ils ne font pas l'unanimité de la classe politique, peut-être beaucoup de Nigériens peuvent avoir confiance aux hommes qui sont à la CENI. Et comme l'a dit les grands frères, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une tâche historique et qu'ils ont une responsabilité devant l'histoire, mais pas devant ceux qui peuvent faire pression pour eux, pas devant des hommes politiques. Ils ont une responsabilité devant le peuple nigérien, une responsabilité constitutionnelle qu'ils doivent assumer en âme et en conscience, en toute transparence. Voilà. Voilà, donc je pense que nous allons dépasser donc, la CENI pour parler de Mounen Faloumana. On l'avait à un moment donné discuté de ce problème avant même l'éclatement de cette crise au sein du Mounen Faloumana, puisque déjà on s'approche des élections et les partis politiques sont aujourd'hui, certains de ces partis politiques font face aujourd'hui à certaines crises. C'est le Mounen Faloumana qui traverse aujourd'hui une crise. Et la crise est née du fait que le ministère de l'Intérieur avait adressé 2 lettres. La première lettre, c'est au bureau politique du Mounen Faloumana et la seconde lettre à Noma Oumarou. Donc, vous avez vu également de déclaration en déclaration,
le bureau politique avait rendu public un point de presse. Après, c'est les députés du Modène Faloumana qui ont suivi. Et pour terminer, la coordination de Niamey et les autres coordinations à l'intérieur donc du pays. Voilà, et comme vous l'avez également suivi, Nouma Oumarou était également sorti, était devant la presse le vendredi pour clarifier certaines choses. Voilà, Monsieur Dambaji, on l'attendait, on savait que ça allait venir de toutes les manières. Oui, cette crise. Madame, la crise de Lumana, avant de répondre, permettez-moi aussi de revenir par rapport à la CENI, parce que c'est une question très importante et qui engage le destin du Niger. Et parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand vous prenez, quand le président de la CENI disait que la moitié de la population estimée qui a âge de voter a été atteinte de la zone 1. Franchement, moi j'ai sursauté. Parce que je m'explique. La première région, la plus peuplée, elle ne fait pas partie de la zone 1. La deuxième région, la plus peuplée, elle ne fait pas partie de la zone 1. Et par quelle osmose? Aujourd'hui, on va me faire comprendre que plus de la moitié de la population qui a l'âge de voter a été enrôlée. Il y a un gros point d'interrogation. Ça, c'est de 1. De 2, de point de vue juridique, il faut qu'ils le comprennent. Par rapport à l'élaboration du calendrier, c'est-à-dire, c'est la responsabilité exclusive de la CENI. Si elle s'est laissée influencer par le politique, elle va répondre devant l'histoire si ça pète. Parce que la CENI, c'est elle qui est chargée d'organiser les élections. Faire le calendrier, si vous vous rappelez, elle a modifié le calendrier plusieurs fois. Faute de quoi? Si vous savez que ce que vous avez comme obligation, que le gouvernement ne vous a pas fourni et que vous êtes, avant que vous soyez membre de la CENI, vous êtes des citoyens nigériens. Et je ne pense pas qu'un citoyen nigérien va souhaiter à ce qu'il ait une situation ingérable dont lui, il fait partie des acteurs qui ont créé cette situation. Et dans ça, je pense bien que si vous ne mettez pas les moyens qu'il faut, à la place qu'il faut, autant qu'il faut, en tout cas, je vais en dégager ma responsabilité par rapport à ça, par rapport à l'histoire. Et dans cet état de fait, je pense bien que la CENI, ils doivent se dire, les animateurs de cette CENI-là, franchement, ils doivent créer les conditions et se dire qu'ils ont une mission redoutable dans le contexte actuel et très compliqué. Et que le fait de croire que les turifères politiques et politiciens, soient-ils du bord qui sont au pouvoir, quand ça pète, ils seront les premiers et seuls responsables parce que même du point de vue texte, c'est à eux d'assumer les élections. Donc ces derniers, quand ça pète là, ils vont se désengager. Et ils vont laisser les acteurs de la CENI là répondre de leur forfaiture. On l'a vu plusieurs actes comme ça. Donc nous ne sommes pas en train de leur donner des leçons, mais qu'ils se disent, les manipulations politiques et politiciennes, qu'ils se désengagent, même si on fait des influences sur eux par rapport à ça, parce qu'ils doivent se dire qu'ils ont un rendement à fournir à la République et non à la classe politique. Et vous avez vu, ils se sont, je ne cesserai pas de le dire, ils ont considéré que ces élections-là sont organisées au nom des partis politiques. Or que si le fait qu'ils ont pris ça, c'est ce qui est en train de créer une situation ingérable pour eux. Et plus on avance, je ne le souhaite pas, plus on avance, vous allez constater, eux-mêmes, ils seront bloqués, ils seront en réalité désemparés. Parce qu'ils ne vont jamais leur faire un franc jeu pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Chaque parti politique que vous voyez, tous les moyens sont bons pour qu'ils puissent capter le pouvoir. Le reste, ce n'est pas son problème. Alors qu'ils peuvent s'appuyer sur beaucoup de structures, surtout des structures de la société civile, qui n'ont rien à voir avec si une vraie structure de la société civile n'a rien à voir avec la politique, si réellement c'est une vraie société, structure de la société civile. L'essentiel, c'est qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et crédibles. Mais dans le cas actuel, il ne faut pas se voiler les faces. La face, on constate effectivement que cette CENI-là, elle est intimement liée à la politique, à la classe politique. Et là, je pense bien que Dieu sauve le Niger et que Dieu leur donne le courage et la conscience de comprendre qu'ils sont en train de faire un jeu dangereux d'abord pour eux et pour le pays. Pour revenir à la situation de Lumana, je pense bien qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à Lumana, je vous dis que c'est le fondement est essentiel sur
sur lequel est basé presque tous les partis politiques du Niger dès leur création. Parce que les partis politiques ne sont pas créés à base de la conviction, à base d'idéologie, à la base d'un programme réellement social, républicain. Les partis politiques nigériens sont créés à base d'un omerta de mafia. Oui. Parce que vous avez aujourd'hui plusieurs partis politiques qui sont constitués uniquement seulement que des membres du bureau. Aujourd'hui, on a plus à peu près 200 partis politiques. Et aujourd'hui, c'est même les soi-disant grands partis politiques, ils sont créés à base sur l'égide de la personnalité du leader. Il n'y a même pas de démocratie dans les partis politiques. Dis-moi dans un parti politique où il y a un parti politique où, durant sa création, après sa création, jusqu'à la fin, avant qu'il arrive à accéder au pouvoir, un parti politique où il y avait eu l'alternance d'un candidat. Il n'y en a pas. Pourtant, les textes ne l'imposent pas. Vous pouvez être président du parti politique, mais on peut considérer que dans le parti politique, par exemple, si je suis président d'un parti politique, Salia est plus qualifié. Quand je teste ma chance, je vois que Salia a plus de potentialité d'être élu. Je peux rester parti politique, président du parti politique, et demander à Salia, le parti, d'être candidat. Dis-moi dans quel parti politique il y avait eu ça dans ce pays. Il n'y a pas. Les partis politiques sont devenus des boutiques et des mafias. Et c'est ce qui est en train de les arriver, c'est leur propre inconséquence. La preuve, quand vous allez pris même le système de leur gestion au niveau de la Cour des comptes, en 2014 ou 2015, quand la Cour des comptes a fait sortir sa situation, il n'y a aucun parti politique qui était en règle. Cap. Il faut aller vous lancer. Il n'y a aucun qui était en règle vis-à-vis de ses dépenses et de son obtention de financement. Il n'y en a pas. Mais pourtant, face à cela, il y a des dispositions légales qui sont prévues. Pourtant, les partis politiques... Il n'y a aucun. Il y a aucun. Le rapport était sorti, il n'y a aucun parti politique qui était en règle. Je vous dis. Je vous dis. Mais les gens ont badiné avec la loi. La loi n'a de valeur que quand il s'agit de frapper le peuple et le pauvre. Mais quand on gère un État comme ça, je pense bien qu'on ne fait qu'aboutir à cette situation. Et aujourd'hui, franchement, ça m'a surpris. Et ça ne me surprend pas d'un autre côté, quand je me base sur laquelle ces partis politiques sont créés. Aujourd'hui, le cas de Lumana, je pense bien que c'est extrêmement décevant pour eux. Je le dis. Parce que je ne pense pas, si réellement ils sont convaincus de leur parti politique, les gens doivent mettre de côté leur ego pour avancer et regarder l'intérêt du parti politique. Aujourd'hui, ils sont en train d'amener leur parti politique sur un terrain extrêmement dangereux pour eux. Extrêmement dangereux parce que quand ça se retrouve dans le processus judiciaire, mais je vous dis, ça a commencé. On leur a dit, quand on a dit à nombre de sursoir, ça ne veut pas dire qu'on a dit à l'autre côté de convoquer. Non, on a dit de sursoir jusqu'à ce qu'on vide le fond du dossier. Et vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas aller dire à la justice, tu as un tel temps pour finir. Non, le juge est indépendant. Et le temps qu'il va prendre, et plus le temps avance, plus on s'approche des élections. Et ça, je pense bien qu'ils sont en train de créer une situation très dangereuse pour leur propre parti politique et pour leur propre carrière politique. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, regardez, ce parti Lumana, ils n'ont même pas eu le temps de créer les conditions à ce que leurs militants sentent qu'il est temps d'aller s'enrôler. Ils sont toujours campés sur leur crise. Et ce n'est pas fini jusqu'à présent. Et on n'avance plus, on avance. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche? Moi, depuis la première lettre, la première tentative des deux congrès, moi, j'avais souhaité à ce parti Lumana, mais ce sont des frères. Ce ne sont pas des ennemis à un niveau où ils ne peuvent pas se parler. Ils peuvent, au nom de l'intérêt du parti, pourquoi ils ne veulent pas se parler? Et créer les conditions. Et c'est la seule alternative qu'ils peuvent bloquer les ennemis de leur parti. S'ils ne s'entendent pas, aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent s'appeler, ils peuvent amener. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'amène, franchement, à un moment où je me suis arrivé à dire que est-ce que le président du parti n'est pas quelque chose de cette affaire? Ah bon? Oui, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis, pourquoi il n'est pas quelque chose de cette affaire? Aujourd'hui, je sais que le président Hama Amadou, il a la capacité, je dis la capacité, d'amener les deux bords, même s'il y avait eu des antécédents,
grave, au départ, il peut amener Enoma et les autres groupes pour leur dire, écoutez, arrêtez ça. Faites un seul congrès et allez-y régler le problème. Je suis convaincu que de la manière... Parce que si vous prenez chaque camp, il se retrouve, il se dit, il se proclame pro-Hama. Mais si réellement il se proclame pro-Hama et que Hama les appelle pour leur dire, mais arrêtez cette affaire, convoquez un congrès unique et on règle le problème. Si réellement, au fond, c'est ça, je pense bien que ça doit être fait. Mais est-ce que ça peut se faire du moment où Hama même avait... S'il vous plaît, c'est de ça que malgré tout, il a fait parce qu'il était à l'extérieur. Mais quand il était ici, avant qu'il parte pour la deuxième fois, pour son contrôle, je suis sûr que c'est ce que les gens disent, le camp de Noma disait, qu'ils sont solidaires à Hama. Hama ne peut pas appeler Noma d'aller à Filengue et Noma refuse d'aller. Et si Noma part là-bas, et il appelle l'autre groupe de Sanda, ils ne vont pas refuser. Si c'est lui qui appelle, je suis convaincu. Si réellement, c'est qu'ils disent, hein, si réellement c'est qu'ils disent qu'ils se retrouvent à travers la personnalité de Hama, ils ne doivent pas refuser. Et quand il créera ces conditions-là, je pense bien qu'ils vont se tolérer beaucoup de choses et ils vont aller à un congrès. Je vous dis, c'est la seule alternative pour régler le problème de l'Umana. Toute tentative de pouvoir forcer, croire que je peux écraser l'autre, ou bien l'autre dit que je peux écraser l'autre parce que j'ai un tel soutien, c'est de leur, le soi-disant soutien là, ou bien le soi-disant légalité là. Dans tous les cas, aujourd'hui, ils sont affaiblis du point de vue cohésion. Et ils doivent créer cette cohésion entre eux et partir sur des nouvelles bases. C'est la seule alternative de pouvoir régler leurs problèmes. Faute de quoi, ils vont aller affaiblis, profondément affaiblis aux élections. Et ça nous permettra ça nous permettra pas, franchement, de jauger les partis politiques qu'il faut à la place qu'il faut, à la date qu'il faut, et pouvoir choisir les vrais représentants du peuple. Parce que quand on parle de ce cafouillage politique et politicien, franchement, le Niger est perdu. Il est perdu démocratiquement. Parce qu'on risque d'avoir des représentants qui seront contestés. Et quand ils seront contestés, ça veut dire que l'avenir démocratique sera mis à rude épreuve, à telle enseigne que la démocratie va prendre un coup. Et c'est de cela que nous ne voulons pas. Nous, on s'en fout de celui qui va venir. Si c'est quelqu'un qui a été élu, un représentant du peuple qui a été élu, soit-il le président de la République, ou bien un député ou un conseiller, en tout cas, s'il a été honnêtement élu, c'est le choix du peuple. En tout cas, on est content, mais on refuse. On ne souhaite pas qu'on fasse dire que le peuple a choisi alors que le peuple n'a pas choisi. Ça, c'est extrêmement dangereux, compte tenu des contingences que nous avons aujourd'hui. Que ce soit des contingences intérieures et contingences extérieures, c'est extrêmement dangereux pour la survie de notre République. Et c'est ce qui m'amène à dire que le MANA, comme les autres partis, c'est les trois grands partis. En tout cas, ils doivent se dire que franchement, chacun doit mettre de côté ses égos, ses intérêts mesquins. Et c'est pourquoi on a des problèmes de gestion. Même s'ils arrivent au pouvoir, on a des problèmes de gestion parce qu'ils ont déjà inculqué de leur subconscient, d'abord moi, ensuite l'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre dans la gestion même de notre État. Il ne faut pas se cacher le visage. Parce que les gens, quand l'intérêt du groupe fait coalition avec l'intérêt national, on priorise l'intérêt national. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. La situation qu'on est en train de vivre sur tous les plans, c'est cela. C'est cela. Parce qu'on donne du n'importe quoi, on fait du n'importe quoi. L'essentiel que le groupe qui est arrivé soit satisfait au détriment de l'intérêt national. Et aujourd'hui, c'est ça. Et ils sont en train de vivre leur propre inconséquence. Et je vous dis, madame, c'est une question de temps. Ils vont tous en pâtir. Les partis politiques, là, basés sur des fausses bases. Avec le temps va les neutraliser tous. Et le Niger va survivre de plus belle, Inch'Allah. Ok, souhaitons. Monsieur Daouda, vous avez, une fois on avait parlé de ça, on avait fait le diagnostic au sein donc de trois partis politiques, et à savoir Jamouria, le MNSD et le Modern Falumana. Donc ça veut dire que l'histoire vous a donné aussi raison, parce qu'on avait évoqué le cas du Modern Falumana, qu'il y aura déjà une crise. Il y avait déjà une crise qui était en attente, et la crise a explosé cette fois-ci entre Noma et le bureau politique donc, du dit parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut réellement dire sur cette situation?
Quelle est l'analyse que vous pouvez nous faire? Et ensuite, à qui profite même cette crise? En réalité, bon, la plupart des observateurs s'en tiennent aux déclarations de deux camps. Le camp de Noma et le camp de ceux qu'ils disent du bureau politique. Mais moi, en réalité, à partir de l'évolution de la situation, je vois trois groupes. Trois? Oui. Okay. Je vois le groupe de Noma, le groupe du bureau politique et le groupe de Hama Amadou. Oui. Vous n'avez rien compris. Et on a l'habitude de faire, je crois, ici le débat. On a dit, en réalité, depuis que le problème a commencé d'abord au niveau de CDS Rama avec le problème de Labo. Et j'ai dit, si on a mis cette machine en marche pour Labo pour montrer que Labo ne peut plus jouir de ses droits politiques et que le bureau politique, le bureau du CDS Rama avait demandé à Labo de quitter, il a signalé à la justice. En réalité, c'est pour montrer l'exemple aux gens de Lumana parce que c'est Hama qui voulait atteindre. Maintenant, en réalité, beaucoup, presque tous les militants, en tout cas les leaders qui sont visibles, dans leur sortie publique, ils montrent que ils sont tous avec Hama. C'est ça. Ils disent que c'est Hama le plan A, c'est Hama le plan B, c'est Hama le plan C. Donc ça veut dire que c'est ce qu'ils disent. Et je le comprends pourquoi, de façon publique, ils ne peuvent dire que ça. Parce que c'est comme à l'image de l'ensemble des partis politiques. Au niveau de l'Umana, il n'y a aucun leader qui a une personnalité en dehors de la personnalité de Hama Amadou. Ça veut dire tout se cache derrière le nom du président Hama Amadou pour émerger et pour avoir une personnalité. Et aucun ne peut avoir le courage, en réalité, de dire publiquement que comme Hama ne peut plus jouir de ses droits politiques, Hama ne peut plus gérer un parti politique, alors allons vers un congrès pour élire un président pour le parti. Et vous allez comprendre pourquoi, dans cette situation, ça étonne beaucoup. Parce que au lieu d'aller à la justice, tout ça là, ou au lieu de faire des déclarations pour dire que lui, il a la légalité, nous avons la légitimité. Mais c'est très simple. Dès le début, avant même je vais revenir là-dessus, avant même la décision de la justice. Mais écoutez, si Noma avait convoqué son congrès là à Dosso pour le 23, donc au développement, ça devait être aujourd'hui. Mais si l'ensemble des sections de l'Omana sont contre Noma, mais ils peuvent se retrouver à Dosso et l'évacuer. C'est clair, en une minute. Je crois que ça, c'est très simple. Alors, si les gens se résistent, c'est parce que l'entente, cette formule ne les arrange pas. Ils sont en train de jouer au pourrissement. Ils veulent jouer au pourrissement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a ce que j'ai appelé groupe Hama. Parce qu'en réalité, même si lui n'a pas dit, parce que depuis qu'il ne dit rien, il les laisse et les observe. Et d'abord, il dit qu'il a la solution. Oui, effectivement, il a la solution, mais je n'ai la certitude qu'il peut avoir des informations et qu'il peut comprendre le jeu de tout et chacun. Peut-être que les gens ont voulu lui faire un bébé derrière le dos. Et il a compris. Le débarquer. Oui, il a compris. Il a compris. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas s'entendre. Parce qu'ils ne veulent pas s'entendre. Puisque personne ne peut avoir le courage de dire qu'il a des ambitions. Hama ne peut plus être le président de l'Omana. Il a des ambitions, convoquer un congrès et mettre en place un bureau et un président. Aucun ne peut avoir ce courage. Maintenant, si on joue, pourquoi? Parce que vous avez posé la question à qui ça profite. Cette situation profite en réalité à Hama. Parce qu'à les laissant de leur combat, il va avoir publiquement permettre aux militants de connaître tout le monde. Vous avez suivi, vous êtes des journalistes, vous avez eu à faire les couvertures de leur communication. Vous avez suivi quand Youb Diallo faisait sa communication. Il a dit une chose que j'ai l'habitude de dire ici. C'est que je suis en train de dire. Il dit que depuis 2017,
Hamma a perdu en réalité ses qualités de mandat. Ça veut dire que depuis cette date, Hamma n'a pas en réalité le droit de gérer un parti. Il dit que si, comme Hamma tombe, automatiquement Nombo tombe. Ça, je crois que tout le monde l'a entendu. Ça veut dire quoi? Ce groupe a accepté depuis 2017 qu'en réalité, juridiquement, Hamma n'est plus le président de Lumana. Et c'est leur communication qui l'a suivi. Voilà. Et or, en le disant, il voulait montrer que c'était Noma qui a assigné Hamma en justice, parce que Noma a considéré que Hamma ne peut pas lui retirer le mandat de la mesure où lui-même il ne peut pas. Et la justice lui a donné raison. Et il se gargarise de ce papier de la justice pour dire que lui, il a la légalité. Mais avant-hier, quand même, l'autre groupe l'a dit publiquement. Eux, ils ont dit que d'ailleurs, c'est depuis 2017 qu'en réalité, le mandat n'est plus valable. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, moi, je comprends que tout se joue un jeu. Peut-être que le plus courageux parmi eux, c'était Noma. Parce que lui-même, il a pu avoir le courage de dire non, il n'est pas d'accord. Il a demandé la justice et la justice a dit effectivement, on ne peut pas lui retirer cela. Maintenant, ils ont tous convoqué, ils ont convoqué leur congrès. Ils sont partis à la justice. La justice a demandé de surseoir à tout congrès. Et le congrès de Dosso et le congrès de Niamey. Ça veut dire quoi? Ils sont revenus à la case de départ. La case de départ. En 2019. Et ça va s'empirer. Pourquoi je dis ça va s'empirer? Je n'ai la certitude que l'homme ne va jamais se laisser faire. On a l'habitude de le dire. L'homme ne va jamais se laisser faire. On ne sait pas d'abord pendant combien de temps le juge va donner, au niveau de la première instance, le juge va juger le fond pour dire, en réalité, entre Noma et le bureau politique qui a la qualité pour convoquer un congrès. Et s'il le fait, quel qu'en soit le bord à qui la justice a donné cette autorisation juridique, l'autre bord va interjeter appel. C'est ça. Ça veut dire quoi? Dès qu'on interjette appel, ça veut dire que la décision va être suspensive. Maintenant, les délais de recours entre première instance, où on n'a même pas commencé, deuxième instance, jusqu'à appel là. Alors, ça veut dire quoi? Avant que ne finissent leur jeu juridique, les élections vont commencer en novembre. On va déposer les candidatures bientôt. Avant novembre. Parce qu'au moins, avant 6 mois ou 3 mois, on va enregistrer les candidatures, on va boucler les candidatures. Et il arrivera donc un moment où il ne serait pas fini. Il n'y a pas de candidat. Et Hamma, si la justice, il peut déposer en tant que candidat indépendant, ou alors faire ce qu'a fait Maman Ousmane lorsqu'il avait le problème CDS. Il peut se présenter sous la bannière d'un parti politique qui peut dire que bon, ok, comme on a fait à Maman Ousmane, nous allons soutenir la candidature, il doit être notre candidat avec Ankouri. Parce que dans tous les cas, vous savez que ces derniers temps, façon dont les partis politiques sont en train de naître, et vous voyez, quand vous voyez les visages de ceux qui créent des individus, tu sais que eux, ce sont juste des couvertures en réalité. On est en train de créer ça pour des personnes bien déterminées. Il y a des jeux, on sait que les vrais présidents des partis vont sortir de la même manière où quand les Noma ont créé Moulomana, on savait que c'était pas pour Noma, pour les Noma qui ont créé. Parce que, mais ils ont créé ça à Ham qui, à l'époque, était en prison. Donc, il y a des situations pareilles. Alors, c'est pourquoi je dis que la situation va profiter à Hamma. Et même si on dépose et on invalide sa candidature, ça veut dire qu'il a pu au moins, lui, en tant que président, même si les autres veulent lui jouer des jeux, il ne veut pas oser frontalement l'attaquer. Ça veut dire que lui, il a la possibilité de garder ses militants et de donner des consignes de vote à un allié qu'il aurait choisi pendant les élections. Et si l'allié passe, ça veut dire que lui, ça va régler peut-être tous les problèmes politico-juridiques dans lesquels il est.
Hamma, je voulais l'habitude de le dire, ce n'est pas un petit politicien, il n'est pas à sous-estimer. Et lui, je sais qu'il sait ce qu'il fait. S'il a laissé le pourrissement, je n'ai la certitude, c'est parce que individuellement, il connaît le jeu de chacun. Mais il se tait. Et ce qui a, au moins maintenant, même le commun des Nigériens a commencé à comprendre. Parce que tous ont montré quand même de leur communication, qu'en réalité, le papier de la justice est valable, il y a un problème. Mais pourquoi, si tel est le cas, ils n'ont pas eu le courage de faire comme les militants de CDS à l'époque, de faire le jeu entre eux et ce que eux et Labo ont fait, et de dire clairement, ok, monsieur le président, même si ce n'est pas de manière brutale, comme ça s'est passé au niveau de CDS, ils peuvent le voir et dire, mais voyez la situation, les papiers, la justice, c'est la justice. Bon, écoutez, il faut nous choisir parmi nous quelqu'un qu'on doit, à moins ça, que vous pouvez être votre dauphin. Mais malheureusement, au niveau des partis politiques, les leaders créent des situations pour que personne n'émerge. Ils créent l'équilibre de force, l'équilibre de terreur entre eux. Personne n'émerge. Voilà pourquoi d'ailleurs, dès que le leader n'est plus à la tête du parti, les partis éclatent. C'est le cas du MNSD Nassara. Dès que Tangier est parti, le parti s'est disloqué. C'est le cas de CDS Rama. Dès que Maman Ousmane est parti, le parti s'est disloqué. Ça va être également le cas de Lumana. Dès que Hamman n'est pas... Même le PNDS en réalité, et ça, non, tout le monde le sait. Non, le PNDS, tout le monde le sait. Parce que... ça va se disloquer. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi c'est mon analyse, c'est pourquoi, en réalité, le président actuel du PNDS, Bazoum Mohamed, a forcé la main au président pour se précipiter, pour dire qu'il y a 2 ans, à 2 ans des élections, que c'est lui le candidat du PNDS. C'est une façon de forcer la main au président. Mais écoutez, quand si vous n'êtes plus président de la République, il n'est plus président d'un parti politique, ça veut dire quoi? Il aura des fissures parce que presque tous s'identifient à travers le président du parti. Il n'est plus là, ils n'ont plus d'intérêt. Mais écoutez, alors voilà, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis que les partis politiques là ne doivent pas avoir peur. En réalité, s'ils jouent bien le jeu, observent pour qu'on puisse avoir des élections claires, transparentes. A priori, je dis, et je reste là-dessus, actuellement, personne ne peut faire un sondage pour dire qu'a priori c'est un tel qui va être le président de la République du Niger. C'est pourquoi la dernière fois j'ai fait cette comparaison. Ok, monsieur Salia. Bon, merci. Moi, je pense que la crise au sein du parti politique Modem FA Lumana, et il y a beaucoup de bruit autour de cette crise parce qu'il y a des raisons. Mais moi, je vais faire peut-être les petits jeux de rappeler le cheminement de ce parti politique, le rôle qu'il a joué à partir de 2011 aux élections de 2011 qui ont amené le président Issoufou Mahamadou au pouvoir. Il faut rappeler que ce parti était 3e aux élections présidentielles et ce parti a joué le rôle de faiseur de roi, comme on dit, et le 3e qui a soutenu le premier pour qu'il soit élu, et même dans les résultats, et quand on a fait l'analyse des résultats en fonction des voix, et on a compris que ce soutien du parti Lumana a été considérable dans l'avènement du PNDS au pouvoir. Mais les Nigériens en ces temps beaucoup ont pensé à une nouvelle coalition, et parce qu'elle était en grande majorité ou essentiellement constituée de tout ce bloc qui, à partir de 2009, s'est coalisé et pour lutter, parce qu'il faut comprendre qu'après Hamma, qui était le premier ministre pendant 7 ans de temps, j'ai eu un problème, était revenu retrouver ses anciens camarades de lutte de CFDR au temps de Barré, où je ne me rappelle pas, et on a pensé que cette coalition va tirer les leçons pour amener le Niger
et à bon port et sans embâche, comme on dit. Mais malheureusement, à partir de 2012, 2013, il y a eu beaucoup de soubresauts. Et ce parti Lumana a beaucoup empathie de l'affaire qui avait évincé le président Hamma et de la présidence de l'Assemblée nationale, l'affaire des bébés, cette triste affaire, et jusqu'à le départ en lambeaux de Lumana. Je ne dis pas lambeaux, mais le mauvais départ de Lumana du pouvoir, parce que Lumana avait quitté la majorité en laissant une partie. Et je rappelle les autres, les Saleha, Biladen Tchana et autres qui ont préféré rester. Tout ça là, c'est pour dire que à partir des élections de 2016, ce parti, avec ceux qui ont accepté, est censé être véritablement à l'opposition, parce que classé deuxième, et son président, malgré qu'il était en prison, a pu être deuxième et aller au deuxième tour. Ça, c'est très important pour ce parti. Et vous savez, dans les grandes démocraties, c'est la vie à l'opposition normalement rend les militants, les responsables d'un parti politique aguerris. On considère qu'ils peuvent résister à tous les genres d'intempéries pour que ce parti soit renforcé. Mais malheureusement, c'est de l'intérieur que ce parti a reçu un coup dur à partir de la lettre du président Hamma Amadou à partir de Cotonou qui relevait Noma de ses fonctions de président par intérim, parce que Noma était soupçonné peut-être, et je suppose, d'avoir des accointances, et Hamma était peut-être acculé par ses principaux responsables qui faisaient le combat sur le terrain, parce qu'il faut les rappeler. Il fallait choisir. Donc Hamma était devant un choix. Moi, oui, je ne suis pas d'accord que le problème au sein de Lumana est un jeu de Hamma, mais je dis que Hamma est au centre de ce problème parce que c'est le leader incontesté de ce parti. Maintenant, et moi je pense que aujourd'hui le problème est venu à un niveau où il est difficile de penser que les deux bords vont se retrouver. Et peut-être que Lumana et ses responsables, le bureau politique de Lumana a fait entretient et cette crise, accepte que cette crise perdure en mettant bien dans sa tête que Lumana, c'est difficile que Lumana aille aux élections dans les conditions actuelles. Mais il faut aussi tenir compte du comportement du parti Lumana et de ses responsables avec les autres partis de l'opposition. Il faut tenir compte de ça. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, Lumana est en train de lutter aux côtés de d'autres partis politiques, et tous ces partis politiques à l'unanimité soutiennent Lumana dans le problème, soutiennent le bureau politique de Lumana dans ce qu'il est en train de traverser comme crise. Moi j'estime que il faut observer, comme l'a dit un responsable politique à un moment donné, beaucoup de choses vont se passer d'ici les élections, et je pense que ce sont ces choses qui sont en train de se passer. Donc espérons que ça va évoluer d'une autre manière, que les deux clans se retrouvent. En fait, s'il n'y a pas de clan, que les deux... En tout cas, madame, pour ajouter, je pense bien que ils sont obligés, les deux clans, de chercher à se comprendre, à se retrouver. C'est ça la solution. Parce que c'est la seule alternative. Parce que dans le contexte actuel, comme l'avait dit Bourema, à supposer que par exemple le dossier est vidé à fond et qu'on a donné raison à Noma, par exemple. C'est une éventualité. Et que la justice lui donne raison, par exemple. Mais je vous dis, Bourema, même si l'étranger appelle, la décision de la justice, c'est ça qui va faire effet. Elle aura des effets jusqu'au niveau
à ce que l'appel soit vidé aussi. Ça veut dire que, Noma, en cet état-là, elle sera le président réellement de l'Umana. 100 militants. 100 militants. 100 militants. Et ça n'arrange personne. 100 militants. Et ça, je pense bien que le parti est écarté complètement de le fond. Et c'est à ça qu'il faut craindre. Et ils peuvent faire ça. Hein? Et tout. Mais si le juge regarde par rapport à les textes, parce que personne, entre eux, mais les deux camps, chacun il fait une lecture en fonction de ses intérêts. Lui, le juge, réellement, un juge lit les textes de manière claire. Il compare ça avec le code de la charte des partis politiques. Et s'il constate que Noma est en droit, le juge va déclarer. Il n'a rien à foutre. Et dans ce cas, je pense bien que c'est fini pour eux. Ils vont interjeter l'appel, mais le temps qu'ils interjettent l'appel, Noma est légitime. Et c'est lui qui va répondre au nom de l'Umana, jusqu'à ce que l'appel interjeté soit vidé. Et en ce temps-là, on est dans les élections. Donc, et ça va profiter à qui? Ça va profiter à leurs adversaires politiques. Mais c'est ça, c'est les adversaires politiques, parce que c'est clair. Déjà, quand on ont des partis dans leur sac, là aussi il faut tenir compte de ça. Mais regarde, comment on appelle petit frère. Le parti Lumana, quand on crée les conditions à ce que ça revient, par exemple, si le droit donne droit à Noma, maintenant c'est en ce temps-là qu'ils vont se préparer, s'ils ont ce parti-là dans leur sac. Quand est-ce qu'ils vont les installer? Il faut tenir compte de l'échéance électorale qui est devant nous. Est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir s'installer? Est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir... Les militants. Mais c'est ça la question. Et que Noma que vous voyez là, Noma n'est pas seul. Noma n'est pas seul. La preuve, avec la récente déclaration, il y a 3 députés qui ont refusé d'assister. Alors que la toute première déclaration, c'est les députés de leur intégralité qui ont fait la déclaration. Et cette fois-ci, il y avait eu 3. Maintenant, ils se sont retirés de la déclaration. Et l'une, dans sa publication, j'ai vu, elle a priorisé à ce que les deux camps s'entendent. Donc, c'est déjà des choses, déjà, ça a commencé à avoir des prises de position internes entre eux, des contradictions. S'ils n'acceptent pas de s'entendre, franchement, ils vont tous en pâtir du point de vue politique. On ne parlera plus de l'Oumana. Vraiment. Nous ne souhaitons pas ça parce que, pourquoi nous ne souhaitons pas ça? Nous voulons qu'on donne la chance au peuple nigérien de choisir et non de créer en réalité dans le sens unique qu'on l'impose à ce qu'ils choisissent. C'est ça notre inquiétude. Sinon, par rapport à ça, je pense bien qu'il sera responsable et l'unique responsable de toutes les conséquences qu'ils vont écoper face à leur impertinence par rapport aux jeux politiques et politiciens. Parce que le jeu politique, c'est pas le cœur. Non, c'est l'intelligence et comment faire le calcul. Parce qu'à chaque moment, l'adversaire, lui, il cherche comment pouvoir te brouiller les pistes pour qu'il puisse tomber. Et te jette des pots de moine. Si tu dis que tu vas faire le cœur, mais elle va te provoquer là où et ça provoque cette adrénaline qui va provoquer la colère et elle te jette pots de moine, tu tombes. Il continue son chemin. C'est comme ça. Donc je pense bien qu'ils ont intérêt vraiment à s'entendre. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que ces partis politiques il va de leur intérêt. Se retrouvent, parce que les élections de 2020, c'est à côté. Nous sommes déjà en 2020. Et si ça les amène jusqu'à devant les juridictions, mais c'est un problème. C'est un problème, madame. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dire au juge, tu as 2 jours ou 3 jours pour vider le dossier. Non. Oui. Lui, il a l'indépendance de prendre ça le peut temps être même à la veille. Ouvrir l'information et clôturer. Ça peut être fini même à la veille des élections. Ou après les élections. Alors que tout ça, là, ils peuvent régler ça. Venez. On se retrouve dessus, voilà. On règle le problème. C'est tout. Mais s'ils étaient tous adossés aujourd'hui, là, ça c'est déjà réglé. C'est pas facile. C'est déjà réglé. C'est compliqué. Ils compliquent leur situation. Et ils ne se rendent pas compte. Ils utilisent le cœur. Non, ils se rendent compte. Ils savent ce l'orgueil. Chacun il voit qu'en réalité, je dépasse ça. Il faut que je. Chacun sait ce qu'il fait. Ils savent ce qu'ils font. Chacun sait ce qu'il fait. En tout cas, ils ont emprunté une voie qui risque d'être fatale pour eux tous. Parlons donc après le modèle Faloumana, puisque le modèle Faloumana, c'est un parti politique qui est en crise. Et de l'autre côté, il y a le ministre de la Défense, Issouf Katambe, qui, mordicus, veut coûte que coûte faire la lumière concernant les 1700 milliards détournés au niveau donc, du ministère de la Défense. Supposé détourner. Oui. D'accord. Oui. Mais l'audit est là quand même. L'audit est là. L'audit est là. Oui. Franchement, donc, moi, est-ce que nous en sommes avec madame, ça? Moi, je juge la personne en fonction de l'acte qu'il pose.
Et le ministre là, Katambe, je pense bien à son arrivée, il a engagé un processus. Et franchement, dans sa forme, ça m'a convaincu. Oui, pourquoi je dis ça m'a convaincu? Parce que aujourd'hui, sans l'inspection là, tout ce qu'on va dire, c'est des suppositions. Mais aujourd'hui, l'inspection a confirmé et officiellement nous permettra de dire qu'il y avait eu des détournements. Et pire, je vous dis, j'ai écouté un de son audio. Aujourd'hui, franchement, je considère qu'il a fait sa partition du jeu. Maintenant, le problème, c'est engager la grande responsabilité sur le président de la République. Parce qu'il semblerait que l'enquête a fini ses travaux. Tout ce qui est l'inspection, c'est fini. C'est y est sur la table du président de la République. Maintenant, c'est à lui de donner la suite ou de ne pas donner la suite. En donnant la suite, en transmettant ça au parquet, et le parquet, qu'on lui laisse les mains libres de faire le travail au nom de la République pour mettre l'État dans ses droits et appliquer la loi à travers un juge. Maintenant, tout dépend du président de la République. Mais pour l'instant, compte tenu de ce que moi j'ai constaté, dans tous les cas, c'est des ministères qui sont en réalité spéciaux par rapport à la dépense des deniers publics. C'est-à-dire, c'est un ministère, à un moment, on l'a entouré avec que c'est une dépense militaire, on ne doit pas fouiller. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça nous a permis, son arrivée, et avec l'action, nous a permis de comprendre en réalité qu'il y avait eu quelque chose d'extrêmement grave qui a été commise et qui a surtout, qui est à la base de la disparition des vies humaines, pas n'importe quelle vie, aussi des militaires. Parce que si, dans ce qui a été rapporté, ce qu'on est en train d'écouter, c'est le manque, cela a entraîné un manque crucial de matériel pour permettre à l'armée de faire face à ses ennemis, et que c'est suite à ce genre de détournement, je pense bien que c'est le plus grand crime du siècle qu'on a commis en réalité dans notre pays, et les responsables doivent répondre. Parce que ceux qui ont perdu leur vie là, ce sont des Nigériens. Et ils sont en service commandé au nom de l'État. Et je pense bien que quiconque crée les conditions à ce qu'on perde la vie d'un agent qui est en service commandé, c'est l'État de le protéger, c'est à l'État de le protéger par tous les moyens. Je pense bien que par rapport à ça, nous souhaitons vivement que le président de la République donne chance à cette inspection et de la transmettre au parquet et qu'on laisse la justice faire son travail comme il se doit, et chacun va répondre de son acte conformément aux dispositions légales qui régissent notre pays. Ok, Monsieur Brema, très rapidement. Oui, par rapport à l'inspection des dépenses au niveau du ministère de la Défense, je crois que c'est que les échos qu'on a, je crois qu'il y a eu un scandale très grave. Parce qu'on parle en termes de défense et on connaît entre décembre et janvier le nombre de nos soldats qui sont tombés, et tout simplement parce que des individus ont décidé de ne pas payer le matériel adéquat pour mettre à la disposition de nos troupes. Je crois que quelqu'un qui est impliqué dans ce genre de choses, d'abord, au-delà du détournement, c'est d'abord un criminel. Parce que moi, je préfère 10 000 fois les djihadistes que ces gens. Parce qu'ils sont pires que les djihadistes. Donc c'est pourquoi, sur ce point, je crois que tous les Nigériens doivent être unanimes et être derrière le ministre de la Défense pour lui apporter son soutien. Parce qu'il y a même quelque chose que j'ai entendu au niveau des journaux. Juste, prendre exemple, là, on me dit qu'on a payé des grillages. Grillage à 3 milliards 700 millions. Grillage pour clôturer les postes avancés. Et vous savez qu'on a dit 36 000 mètres linéaires. D'abord, 36 000 mètres linéaires. Je ne sais pas quelle compagnie on doit clôturer, parce que ça peut clôturer 6 fois le Niger. Ah bon? Oui, parce que quand on dit linéaire là, ça veut dire que ce n'est pas la superficie, c'est la superficie du Niger qui fait 1 907 000 km². Mais en termes linéaires là, ça fait seulement 5 000 km, environ 5 000 km. Donc, 6 fois, 7 fois on peut clôturer le Niger d'abord avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et 3 milliards, 3,7 milliards là, 3,7 milliards, grillage. Donc ces gens-là, c'est beaucoup de nous.
Ça veut dire qu'on pouvait même protéger le Niger, mettre grillage isolé. Et même puis on prend pour mettre cette fois, en termes de grillage là, on ne peut pas dépenser 1 milliard là-dedans. C'est méchant, quoi. Donc, c'est vraiment, je crois que cette fois-ci, voici l'appel que je vais lancer. Et c'est maintenant en réalité que la société civile doit continuer ses manifestations. C'est clair. Je crois que c'est l'appel que je vais lancer à toutes les organisations de la société civile de se rencontrer, d'organiser une marche de soutien à Katambé et aux forces de défense et de sécurité. L'appuyer, montrer que la population est derrière son combat et que nous cherchons à ce qu'on rende justice, qu'on mette le Niger dans ses droits et que ces gens-là soient punis avec toute la rigueur de la loi. On me fait signe qu'il est là. C'est vrai, mais ce que le Bourema a dit, il faut les rappeler. Les scandales du ministère de la Défense, là, c'est des choses inimaginables qui se sont passées là-bas. Et toute manière dont vous pouvez croire qu'on peut voler l'argent d'un État, ça dépasse. Vraiment, même dans un rêve, vous ne pouvez pas penser que on peut prendre, par exemple, selon ce qu'on dit, des munitions qui ne dépassent pas 100 francs et qu'on facture à 1000 francs. On commande, voyez-vous, on demande à l'État de commander des véhicules communément appelés station qui peuvent tenir des armes de tel calibre, mais quand on lance la commande et qu'on pose ces armes sur les véhicules, on constate que ces véhicules-là, leurs forces ne peuvent pas soutenir. Vous voyez, en fait, c'est ce que les Azos appellent du Zamba qu'on a fait pour le Niger, et cette chose-là a fait en sorte que notre armée à un moment donné a été mise en débandade, et aujourd'hui, comme l'a dit le grand frère Bourema, moi je pense que tous les peuples nigériens doivent se lever comme un seul homme pour demander catégoriquement et sans embâche que justice soit faite. Moi je pense que c'est une affaire, il faut aller même au-delà du président de la République, c'est une affaire de tous les peuples. C'est clair. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment... D'accord, bon, c'est ici également que se referme le débat. Le rendez-vous de la rédaction qui a posé le débat sur un certain nombre de questions. Nous avons parlé de la CENI, l'enrôlement dans la zone 1. Nous avons également parlé du problème, aujourd'hui la crise que traverse le Modène Falloumana. Nous avons, pour terminer, parler de cette situation, donc de l'audit au niveau donc, du ministère de la Défense. Merci, chers invités. Merci d'avoir répondu présent donc, à ce débat. Son Allah, merci. Merci à vous aussi, M. Daouda Bourema. Salut à Ibrahim, merci vraiment. On se retrouve la semaine prochaine, plaise à Dieu, pour un autre numéro. Et sachez que la rediffusion, c'est le jeudi à partir donc, de 22h. Au revoir et à très très bientôt chez vous. Merci.